Comment lutter contre le trafic d'œuvres d'art et patrimoniales? C'est un véritable fléau dans les pays en guerre. On en a déjà parlé, comme en Syrie ou en Libye. Mais pas seulement, le Maroc n'est pas épargné. Avec nous pour en parler, Vincent Michel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes archéologue et directeur de la mission archéologique française en Libye, professeur d'archéologie de l'Antiquité classique d'Orient à l'université de Poitiers, et vous êtes expert, ça tombe bien, dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels pour cette région du Maghreb et Moyen-Orient en visio en Vendée. Jean-Loïc Lequellec, merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, préhistorien. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'art rupestre du Sahara, en particulier la Libye, qui font aujourd'hui référence. On va en citer un, Art rupestre et mythologie en Afrique, édition Flammarion. Vincent Michel, la première question est pour vous. La pandémie aggrave-t-elle la situation? Oui, c'est vrai que la pandémie, c'est-à-dire les crises sanitaires, les crises politiques, les crises économiques aggravent en fait la situation du patrimoine parce que le patrimoine est pris pour cible. Comme n'importe quel trafic, il s'agit de rechercher de l'argent. Et c'est vrai que dans ces pays sources, que sont la Libye, que sont le Maroc, eh bien, ce patrimoine est très riche et il est juste sous le pied des gens. Donc c'est facile à acquérir, c'est facile à transporter et c'est facile à vendre. Ouais. Le chaos qui profite donc à ces trafics. Jean-Loïc Lequellec, vous partagez ce point de vue? Tout à fait, tout à fait. Il y a toujours du trafic, mais là, en période, disons, de difficulté économique, évidemment que c'est assez tentant de profiter de la situation pour faire du commerce avec ces objets effectivement très faciles à récupérer. Et on va voir comment vous luttez concrètement tous les deux contre ce fléau. Destination le Maroc, où ils sont nombreux aussi à agir contre ces trafics et aussi pour que ces œuvres pillées reviennent dans le sud du Maroc. Mais il faut pour cela alerter, former également. Notre correspondante Monino va mener l'enquête. Reportage. Dans ce carton, l'une des 25 000 pièces pillées au Maroc il y a 15 ans, aujourd'hui de retour au pays. Là, vous avez un fossile très ancien de 500 millions d'années, collecté de manière clandestine au sud marocain. Un patrimoine inestimable, intercepté par les douanes françaises. Voilà, vous voyez un autre trilobite. 25 000 objets ont ainsi été restitués par la France au Maroc et sauvés du trafic illicite. Mais bon, bien sûr, elle est polie, elle est limée, elle est coupée. Donc... Ça, c'est déjà prêt à être vendu. Exactement. Alors, sur cette pièce, on affiche 600 €. Hein. Mais tous ces objets sont à jamais perdus pour la science. Quand on enlève un objet hors son contexte, on est en train de détruire l'importance scientifique et historique de cet objet. Pour se retrouver après, je ne sais pas moi, dans une salle de bain peut-être, pour un vase, c'est quand même misérable hein, pour le patrimoine au niveau international. Le sud du Maroc est ainsi devenu une terre de pillage. Le désert garde intact des trésors d'archéologie et de géologie à portée de main des trafiquants. C'est ce qu'on appelle un pillage de surface. Pas besoin de fouiller pour voler, les fossiles sont préservés de la patine du temps par le climat marocain. Pour les chercheurs, l'estimation de ce trafic est vertigineuse. J'espère me tromper, mais je pense que pour une pièce sortie dans un contexte scientifique, on a peut-être 1000 pièces qui sortent dans un contexte illégal. Adrien Delmas dirige au Maroc le Centre français de recherche qui a participé à l'expertise des 25 000 objets saisis par la France en 2005 et 2006. Il faut alors identifier 3 tonnes d'œuvres volées. À Marseille, les douanes françaises sont au cœur de l'enquête. Elles vont aussi jouer un rôle crucial dans cette restitution exceptionnelle. D'autant qu'au Maroc, un douanier français attaché à l'ambassade de France est convaincu de l'importance du patrimoine. Le trafic de biens culturels, c'est de mettre le doigt sur quelque chose qui est malsain, illicite, et d'en faire quelque chose de beau. Et puis on sait que derrière, de restituer quelque chose, ça entraîne de l'éducation, de la formation, de la valorisation, de la coopération, de l'échange. Yann Tanguy a donc travaillé avec Adrien Delmas pour mettre en place cette restitution de l'Europe vers l'Afrique. Pas de circuit systématique, ces opérations aujourd'hui se font au cas par cas. C'est vrai que quand on va du nord vers le sud, on va un peu à contre-courant et c'est plus difficile. Et ça, c'était pas gagné d'avance. On a mis 18 mois pour y arriver. Cette grinoïde millénaire ne sera donc pas vendue sur Internet. La France et le Maroc ont signé la convention de l'UNESCO contre le trafic des biens culturels. Et cette opération exemplaire sert déjà de plaidoyer pour d'autres restitutions.
Jean-Loïc Lequellec, après ce reportage, en fait, ce qu'on se dit, c'est que ce qui vaut pour les animaux vaut pour le patrimoine. C'est important de sensibiliser. On ne rentre pas de voyage avec une pierre dans sa valise. C'est exactement ça. On entend souvent des gens qui disent oui, oh, c'est pas grave, j'ai juste pris un petit caillou, si on peut plus ramener un souvenir maintenant. Ça, c'est une façon de voir qu'il faut vraiment contrer, parce que on va pas non plus au musée du Louvre en ramenant un tableau et en disant ensuite oh, j'ai juste pris un tableau, c'est pas si grave. Hein. Bon, on voit tout de suite l'impossibilité d'une chose pareille. Et il faut que ce qui apparaît évident pour le Louvre devienne tout aussi évident pour le patrimoine du musée naturel qui est tout l'ensemble du Sahara. Comment justement on fait, Vincent Michel? D'abord, il faut détecter ces pièces, il faut former les douaniers, il faut... Oui, en fait, c'est vraiment une vision très interdisciplinaire, en fait. C'est vrai que lutter efficacement contre le trafic, c'est sensibiliser et réprimer. Sensibiliser parce que finalement, on ne peut pas réprimer sans justement documenter, sans faire en sorte que la population puisse se réapproprier son patrimoine. Donc, on va agir sur la population, mais aussi sur les principaux acteurs. Et on voit bien justement la complémentarité qui peut exister entre la police et les douanes, qui ont vraiment un pouvoir très important dans l'importation, l'exportation, mais également la circulation des objets. Et le but ultime, c'est la judiciarisation, c'est-à-dire porter ces affaires en justice. Ouais, c'est ça, il faut prouver. Voilà, il faut prouver, et c'est vrai que c'est un exemple merveilleux, c'est-à-dire de restituer les objets pillés à leur état d'origine. Ouais. Et c'est là où justement on évite la double peine. La première peine, c'est des objets pillés, sans paternité, sans filiation, ce qu'on appelle des objets orphelins. Et pour éviter la double peine, on essaie de restituer ces objets. Mais là, effectivement, M. Delmas parlait de 18 mois, c'est très long. Oui. Jean-Luc Lequellec, racontez-nous concrètement, vous, par exemple, quelque chose qui vous a frappé. Vous avez travaillé beaucoup sur cette région, notamment de Libye aussi. Qu'est-ce qui vous a un jour interpellé ? Ce qui est, disons, extrêmement choquant et catastrophique, moi je m'intéresse particulièrement aux images rupestres, aux peintures et aux gravures qui sont réalisées sur les rochers en plein air. Il y en a beaucoup en Libye, il y en a beaucoup au Maroc, il y en a beaucoup en Algérie, en Tunisie. Et quand on visite ce genre de site et qu'on tombe sur un endroit où une de ces images a été prélevée, c'est extrêmement choquant parce que c'est comme si quelqu'un était venu imaginer un tableau, je reprends l'exemple du musée du Louvre, imaginer un tableau qui représente toute une scène champêtre avec des bergers, des moutons, etc. Et c'est comme si quelqu'un venait et découpait, prélevait un morceau du tableau. Imaginez le visiteur qui suit et qui voit qu'il y a un morceau qui manque dans ce tableau, c'est juste consternant. Et c'est ça qui est vraiment, moi, m'a le plus choqué. Et comment faites-vous pour agir contre cela ? Je crois que la clé, c'est l'information. Beaucoup de gens, il y a des gens qui sont de bonne foi, il y a des gens qui pensent que bon, c'est pas si grave, que que peut-être même ça contribue à la connaissance. C'est des choses qu'on entend. Et donc ça, il faut absolument informer les gens, répéter, en particulier chez les jeunes, dans les écoles. Il faut vraiment faire comprendre aux gens que tout objet prélevé, c'est une part du patrimoine qui disparaît. Les objets eux-mêmes sont moins intéressants que l'information qu'ils nous donnent sur le passé. Et quand on enlève un objet, on enlève l'objet, mais on enlève toute l'information qui est liée à cet objet-là et qui est liée aux relations de cet objet avec les autres objets qui l'entouraient. Et donc c'est exactement comme si dans une bibliothèque, vous empruntiez des livres et que vous vous mettiez à craquer des pages au hasard. Ouais. Ça, c'est juste insupportable. C'est un crime, c'est un crime. Vincent Michel, racontez-nous une anecdote qui se joue, il me semble, entre le Liban et la Thaïlande, assez étonnante. Oui, c'est vrai qu'il faut imaginer qu'il y a des millions et des centaines de millions de containers qui passent chaque jour, chaque année, effectivement, donc, dans les aéroports, dans les ports. Et là, effectivement, c'est deux pièces d'ornement en pierre pour jardin qui arrivent effectivement du Liban, donc zone frontalière de conflit, à destination de la Thaïlande. Et c'est le fameux flair effectivement donc des douaniers qui font ouvrir effectivement ces plaques, enfin cette boîte en bois. Et qu'est-ce qu'ils découvrent ? Absolument pas des objets pour jardin, mais de véritables plaques sculptées en marbre, d'une richesse incroyable, très rare. Mais là, les douaniers ont été bons. Et là, les douaniers ont été très bons. Mais la difficulté, c'est ça, c'est que la grande différence dans le trafic des biens culturels, c'est toute la difficulté. Un objet volé est un objet documenté. Donc, il mettra effectivement 10 ans, 20 ans, 30 ans.
sauf s'il est maquillé, sauf s'il est détérioré, on va le retrouver. Un objet pillé, il est sans famille, il est orphelin. Et donc, les trafiquants vont tout faire pour y ajouter une histoire, un pédigré, une provenance imaginative, totalement imaginaire, et pour permettre à cet objet d'intégrer le marché légal, où là, il va se noyer parmi, justement, les objets qui, eux, effectivement, sont légaux. Jean-Loïc Lequellec, on vous voit acquiescer, vous connaissez cette histoire ? Oui, on voit très souvent des gens qui vendent sur Internet des pièces archéologiques, notamment provenant, disons, de l'ensemble du Maghreb, mais en particulier du Maroc, et qui disent oui, c'est mon grand-oncle quand il travaillait pour les pétroles ou quand il travaillait pour telle et telle entreprise, il a ramené ça, j'ai trouvé ça dans ses affaires, bon, je sais pas trop ce que c'est, voilà, je m'en débarrasse, voilà. Et en fait, évidemment, c'est une histoire qui est complètement pipotée. Elle est répétée des milliers de fois sur les sites de vente aux enchères, et c'est une histoire qui est complètement fausse. C'est pour à la fois appâter le chaland et puis se dédouaner de toute accusation. Jean-Loïc Lequellec, juste en quelques mots, on a beaucoup parlé, c'était très médiatisé, les destructions en Syrie, notamment à Palmyre. En Libye, on a bien compris que vous étiez plutôt spécialiste de l'art rupestre. Est-ce qu'il y a eu des destructions en Libye avec la guerre civile ? Alors pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'art rupestre, non, je pense pas, parce que c'est dans des zones qui sont très éloignées. Il faut vraiment faire un très gros effort pour s'y rendre, et je pense que les destructions visent plus en priorité des pièces plus médiatiques et plus faciles à atteindre, notamment dans les musées. Ouais, pour faire un coup spectaculaire. Un mot peut-être ? Oui, c'est-à-dire que ce qui a été visé, c'est bien évidemment les zones à l'extérieur des sites. Les sites n'ont pas été touchés en Libye. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu cette prise de conscience. Et là, on assiste justement à partir des années 2012-2013 à une perception nouvelle, c'est-à-dire qu'un objet a une valeur marchande. Et là, en fait, la crise sanitaire auquel vous faisiez allusion a amplifié effectivement le trafic. Mais comme Internet, sur Internet, on peut trouver comment piller, comment tout faire en fait. Et c'est vrai que c'est cet effet de masse qui fait que, eh bien, on nous prive, les pilleurs nous privent d'une façon irrémédiable de la valeur documentaire qui nous permet de restituer, de raconter une histoire. Alors juste, désolé, mais en 30 secondes, le colloque, l'exposition, c'est pour bientôt ? Oui, une magnifique exposition, enfin magnifique, non, je n'aurais pas dire ça, sur la lutte contre le trafic des biens culturels, première exposition au Louvre, à partir du 5 mai, mais plutôt mi-mai, sur 4 bustes provenant de Libye, qu'on a saisi en 2012 et qui vont être présentés pour la première fois. Et puis, on aura la chance, effectivement, de présenter les 2 plaques sculptées qui ont été saisies par les douanes à Roissy. Et à la périphérie, si je puis dire, de cette exposition, un vrai colloque, premier grand colloque sur la Libye antique qu'on organise à l'Institut national d'histoire de l'art. Merci beaucoup, Vincent Michel, et merci à vous, Jean-Loïc Lequellec, de nous avoir éclairé sur ce fléau du trafic des œuvres d'art et patrimoniales. Merci à tous les deux.